Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Débat, merci d'être avec nous. Le Grand Débat, les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde, commentés, analysés et débattus sur Africa Radio. L'émission est en direct jusqu'à 19h. Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr intervenir en direct aussi sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le Grand Débat avec Francis Laloupeau. Le grand débat aujourd'hui, mortelle prison au Congo-Brazzaville. Depuis le début de l'année, plusieurs observateurs n'ont cessé d'alerter l'opinion internationale sur l'état des prisons au Congo-Brazzaville et plus singulièrement sur le sort réservé aux opposants politiques incarcérés. Confirmant ces allégations, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, vient de publier un rapport qui relève, je cite, des conditions de détention effroyables dans les prisons du Congo-Brazzaville. Une trentaine de détenus auraient trouvé la mort dans ces établissements pénitentiaires entre 2017 et 2018. Répression à huis clos, maltraitance systématique, mort programmée de détenus. Les peines d'emprisonnement sont-elles devenues pour nombre de détenus un voyage sans retour? Les politiques de réinsertion sociale sont-elles exclues de l'action publique? Et qu'en est-il du sort spécifique des opposants politiques frappés de lourdes peines, généralement contestées par leurs avocats? Détails et explications avec nos invités dans cette édition du Grand Débat et l'émission réalisée par Valentin Blanc. Le Grand Débat, Africa Radio. C'est également sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Merci de leur fidélité. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Washington DC, à Lubumbashi ou encore à Abidjan, bien sûr à Cotonou, à Yaoundé, Douala, et puis nos amis de Moscou que nous n'oublions pas. On leur faire un clin d'œil. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et bien sûr toujours et encore une pensée forte à nos amis de Bujumbura au Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa Radio. Les établissements pénitentiaires au Congo-Brazzaville sont-ils devenus des mouroirs, notamment pour les opposants politiques? C'est le cri d'alarme, en tout cas, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, qui vient de publier un rapport accablant sur les conditions de détention qualifiées d'effroyables dans ce pays. Quelle réponse possible aux exactions à huis clos auxquelles seraient exposées aujourd'hui les personnes détenues dans les prisons du Congo? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du Grand Débat Marc Mapingou. Bonsoir. Bonsoir. Marc Mapingou, représentant en Europe du général Jean-Marie Michel Mokoko, et vous êtes, qui a été condamné, Jean-Marie Michel Mokoko, à 20 ans de prison. On en parlera. Guy Mafimba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Guy Mafimba, représentant de André Okombi Salissa, condamné à 20 ans de travaux forcés. Et nous devrions avoir au téléphone, mais il n'est pas avec nous, mais je vais quand même le signaler. Nous avions invité dans cette édition Trésor Nzila, directeur général de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, mais on n'arrive pas à le joindre au téléphone. Et nous avions également tenté d'inviter un représentant du gouvernement. Et voilà, notre demande est restée sans réponse. Il fallait que je le précise. Mais nous sommes au téléphone quand même avec Modeste Boukadia. Modeste Boukadia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupeau. Modeste Boukadia, vous êtes un acteur politique congolais et un ancien détenu également. Vous nous parlerez tout à l'heure, évidemment, de votre propre expérience. Alors, pour rappel, on va commencer l'émission avec le cas de l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko, 72 ans, ancien candidat à la dernière présidentielle, qui a été condamné le 11 mai 2018 à 20 ans de prison. Et quelques mois plus tard, en novembre 2018, un groupe d'experts de l'ONU a estimé que le général devrait être immédiatement libéré et bénéficier d'un droit de réparation pour détention arbitraire. Et en réponse, les autorités congolaises ont dénoncé un avis biaisé de ces experts onusiens. Marc Mapingou, question simple, comment se passe la détention de Jean-Marie Michel Mokoko dont vous êtes le représentant? Écoutez, cette détention qui est malheureusement une détention injuste et se passe dans des conditions aujourd'hui très difficiles, très très lamentables, parce que ces conditions aujourd'hui, les avocats n'arrivent pas à le voir, et sa famille ne le voit pas, il n'a aucun soin. Donc depuis sa condamnation, la situation devient de plus en plus difficile pour le général Mokoko, qui ne sort pas, puisque depuis qu'il est condamné, il n'a pas droit aux sorties, il n'aperçoit même pas la lumière du jour. Donc c'est quelqu'un qui est emprisonné dans des conditions tout à fait inhumaines.
Et on apprend que ces avocats n'ont plus accès à lui puisque les autorités pénitentiaires considèrent que, étant donné qu'il est définitivement condamné, il n'a plus besoin de rencontrer ses avocats. Oui, mais il faut dire aussi que selon certaines règles, certaines lois, un prisonnier, quelle que soit la situation, a besoin ou a droit d'être soigné, a droit d'être suivi, a droit aussi d'être fréquenté et assisté par ses avocats. Ça, ce sont des lois que régissent la maison d'arrêt de Brazzaville et malheureusement, elles ne sont pas mises en pratique. Dites-nous concrètement, il est dans une cellule, est-ce qu'il est alimenté, est-ce que il a accès, ou alors des médecins ont accès à lui ou pas? Les médecins, au départ, avaient souvent accès à lui, mais aujourd'hui, aucun médecin n'a accès au général Mokoko. Vous voulez dire que les conditions de détention se sont endurcies? Bien sûr, bien sûr. Au départ, il faut dire que même là, le gouvernement voulait lui imposer un certain nombre de médecins choisis par le pouvoir, et connaissant un peu les pratiques du régime qui empoisonnent, vous connaissez les nombreux cas des gens qui ont été empoisonnés à la maison d'arrêt, Tourou, le frère de Kombi Salissa, un certain Swami, et bien d'autres d'ailleurs, qui meurent tous les jours dans ces prisons de Brazzaville. Vous craignez pour sa santé? Nous craignons de plus en plus pour sa santé, et tous les Congolais aujourd'hui sont très inquiets pour sa santé, et naturellement celle de Kombi Salissa aussi. D'ailleurs, je vais citer Trésor Nzila, qui devait être avec nous, qui est membre de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits humains, qui a déclaré à propos du général Mokoko, dans le cadre de l'enquête menée par l'OCDH, il a déclaré ceci: nous avons eu des alertes inquiétantes. Les conditions de détention du général Mokoko ont été durcies. Il est interdit aux ONG de le voir. Il faut craindre qu'on enregistre un drame en prison. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, dès le départ, je me souviens, quand on l'avait arrêté, j'avais accordé une interview je crois que ça devait être chez TV5, j'avais déjà alerté en disant que connaissant la tradition un peu de politique stalinien de ce régime, il n'était pas évident qu'il s'en sorte sain sauf. Et ça, nous le savions déjà, et nous avions d'ailleurs, avec mon ami Guy Mafimba ici, donné les conférences de presse. Nous en avons donné une au Presse Club de France, où nous parlions déjà de cette situation des détenus politiques, torture, mensonges et manipulation. Et aujourd'hui, nous sommes en train malheureusement de constater que beaucoup sont morts, et puis d'autres sont effectivement dans une situation inquiétante évidemment, au Congo. Évidemment, il y a ceux qui sont moins connus, il y a ceux qui sont évidemment moins célèbres. Alors, un autre détenu célèbre, c'est l'ancien ministre, lui aussi candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, condamné par la Cour criminelle de Brazzaville à 20 ans de travaux forcés. Il était accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre en vue de renverser les institutions du pays. Guy Mafimba, même question pour vous. Dans quel état se trouve aujourd'hui André Okombi Salissa? Je dirais que très très mal, très mal. Ce d'autant plus, comme l'a dit tout à l'heure Marc Mapingou, les conditions au quotidien se durcissent de plus belle. Mais moi, je voudrais d'abord préciser dans quel contexte et pourquoi il y a des prisons actuellement au Congo-Brazzaville et pourquoi ils sont en train de durcir les conditions de ces prisonniers. Il faut partir du principe que le dispositif des prisons aujourd'hui a été mis en place, sinon réactivé dans une espèce de posture stalinienne, comme à l'époque du parti unique, pour conserver le pouvoir. Vous verrez bien qu'il y a 3 catégories de prisons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Il y a des prisons clandestines, ce sont les casernes, là où a été torturé Kalakala. Et on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Oui. Il y a des prisons que j'appellerais semi-officielles, ce sont les commissariats. Le cas de Chakona, on prend des jeunes, on les embarque, on les met dans une espèce de commissariat, de prison dans un commissariat, et mort s'ensuit. Mais ça a un objectif, c'est pour apeurer la population, dans l'objectif de conserver le pouvoir. Et la prison clandestine dont je te parlais, ça c'est pour extorquer les aveux.
le cas de Kalakala, c'était pour chercher à savoir Augustin Kalakala, qui est mort le 5 mai dernier. Exactement. On y reviendra. Et je viens maintenant, présentement, sur les prisons officielles, la maison d'arrêt. Et là, il y a 2 prisonniers politiques, Okombi Salissa et Jean-Marie Mokoko. Et là, on est dans un cas d'abord de neutralisation politique. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce procès stalinien qui les a conduits en prison. Et ils sont en train de créer les conditions d'une mort quasiment programmée dans le cas de figure de Tchourou et autres. Parce que pour revenir véritablement à votre question, lorsque vous êtes dans une prison où le cas de la maison d'arrêt, c'était prévu pour 250 prisonniers politiques. Là, il y en a 1000 détenus. Ces prisons construites à l'époque de la colonisation, c'est des bétons. C'est pas des plafonds, mais en béton. Et j'avais le témoignage tout à l'heure d'un prisonnier qui me disait, la nuit, le soir, ça te fait 40 degrés, le soir. Okombi Salissa, par exemple, aujourd'hui, n'a pas de système de ventilation. Ils ont refusé, expressément. On s'est battu pour avoir un petit poste téléviseur et autres. Et les fréquentations sont limitées à la famille, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Et le jeudi, 15 minutes. Et ça dépend de l'état d'âme du régisseur. Et bien entendu, ce n'est pas une torture physique. C'est une torture morale. Et lorsqu'on n'est pas préparé à vivre ce genre de conditions, ça fait 3 ans pour le général Mokoko, pratiquement 3 ans pour Okombi, et nous craignons véritablement que le dessein machiavélique du pouvoir puisse réussir. Alors, il n'y a pas que des opposants. Alors, je voulais que vous disiez juste un mot sur le général Norbert Dabira, qui lui aussi était condamné. Exact. Donc, alors, quelles sont les nouvelles que vous avez du général Dabira? Bon, vous savez, oui. Un ancien proche du pouvoir. C'est un ancien proche du pouvoir, mais c'est un officier général. C'est un officier général, non, à 5 ans. À 5 ans c'est un officier général, donc c'est un officier général de notre pays. Qu'il soit du régime ou pas, mais nous sommes des acteurs politiques, nous nous battons pour les droits de l'homme. Et ce qui revient à dire que les mêmes cas de figure qu'on a imposé au général Mokoko et à André Okombi Salissa, c'est le même cas de figure pour Dabira. Dabira en outre, ce qui est, je dirais, à la fois indécent et cynique. Il est dans la même pièce, dans la même cellule où était incarcéré, dans laquelle était incarcéré le colonel Ntchourou. Qui est décédé. Vous imaginez dans quelles conditions psychologiques il peut vivre une telle incarcération. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte-là de conservation de pouvoir, et les dispositifs des prisons, c'est dans l'essence même des régimes staliniens qu'est le régime du Congo-Brazzaville. On va se tourner vers Modeste Boukadia, qui est avec nous au téléphone. Modeste Boukadia. Oui. Alors vous avez été arrêté en janvier 2016, puis libéré en 2017. On va revenir sur les conditions dans lesquelles vous avez été détenu. Mais d'abord, quels ont été les motifs de votre arrestation? Écoutez, j'étais arrêté de manière arbitraire pour avoir demandé que nous nous retrouvions dans la République par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et malheureusement, revenir dans la République a été perçu par le régime actuel comme étant une atteinte à la sûreté de l'État. Voilà la raison fondamentale qui a poussé le gouvernement congolais en 2013 d'avoir arrêté 28 membres et cadres du parti, le CDRC, un parti reconnu légalement et qui est présent sur toute l'étendue de la République. Malheureusement, donc, pour eux, personnellement, donc, j'avais été exfiltré en 2013, donc je me suis retrouvé en France. Oui. Et là, en 2014, il y a eu un procès où j'avais été condamné à 30 ans de travaux forcés. Aïe. Et le 15 janvier 2016, donc j'avais décidé de rentrer au Congo, d'une part pour voir la situation de mon état civique, d'une part, et d'autre part pour voir ma mère qui était sérieusement malade. C'est ça. Et arrivé à l'aéroport, en sortant directement de l'avion, j'ai été donc arrêté par plus de 2000 militaires avec 3 chars de combat et 2000 militaires. 2000 militaires. 2000. Et en face, il y avait 3000 militants qui étaient venus m'accueillir.
D'accord. Donc ils m'ont directement mis dans l'avion pour me transférer à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, où à l'aéroport de Pointe-Noire, j'étais attendu par 1000 militaires. Et 500 militaires m'attendaient à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Vous avez été incarcéré à ce moment-là? J'ai été incarcéré à ce moment-là et je voudrais vous dire, je n'ai jamais vu ni un procureur ni un juge pendant les 575 jours que je suis resté en détention où j'ai été torturé. On va y revenir dans quelques instants, Modeste Boukadia. On marque une pause et le grand débat revient dans 2 petites minutes. Ne partez pas, à tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Mortelle prison au Congo-Brazzaville, les conditions de détention dans les prisons au Congo-Brazzaville. Nous en parlons à l'occasion de l'apparition du rapport annuel de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, un rapport intitulé « Droits de l'homme au Congo-Brazzaville, la terreur et la répression permanente conjuguées avec la manipulation de l'opinion publique internationale par les gouvernants ». Pour en parler, nos invités Marc Mapingou, Guy Mafimba. Au téléphone avec nous, Modeste Boukadia. Modeste Boukadia, on va reprendre avec vous. Alors, donc, vous avez été incarcéré, vous avez été libéré donc en août 2017, hein? Alors, non, je n'ai pas été libéré. Alors, que s'est-il passé? Oui, il y a eu, comme j'ai été torturé, j'ai donc été hospitalisé dans une clinique de la place, la clinique Guenin, et par la suite, comme ils ne pouvaient pas me soigner, par l'intervention de la France, des États-Unis et par un certain nombre d'amis, donc j'ai été évacué sanitaire, où en ce moment-ci, je suis en train de suivre les traitements. Mais je n'ai pas été libéré, j'ai été évacué sanitaire. D'accord. Donc vous êtes toujours considéré comme un détenu au Congo-Brazzaville? Je suis détenu. Je suis détenu et je me fais soigner. Je me fais soigner. Ici en France? Ici en France, oui. J'ai été consulté j'ai consulté plusieurs hôpitaux parisiens où ils sont toujours en train de chercher qu'est-ce qu'ils m'avaient fait. Parce que, figurez-vous, quand j'étais à la clinique Guenin, à ce moment-là où ma santé était chancelante, j'avais donc interpellé le directeur technique de la clinique Guenin en lui disant que j'ai failli mourir à cause de vous. Il m'a dit clairement, non, c'est pas la clinique qui a failli vous faire mourir, c'est ce que vous avez. J'ai demandé au médecin, le médecin chargé des hospitalisations, le docteur Hélène Garnier, en lui disant, docteur, qu'est-ce que j'ai? Tout ce que j'avais obtenu comme réponse, c'est un haussement d'épaule. Et quand je suis arrivé en France, donc on m'a fait tous les examens inimaginables, et un jour, il y a un membre du PCT qui téléphonait... Le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir au Congo. Le Congolais du travail qui téléphone un parent pour s'enquérir de ma santé. Et on lui dit, mais il suit ce traitement. Et tenez-vous bien, monsieur Laloupeau, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il attend pour mourir avec tout ce qu'on lui a fait? Ah oui, d'accord. Voilà, ça veut dire qu'ils avaient une volonté manifeste de me voir mourir. Très rapidement, Modeste Boukadia, ici en France, quelles sont vos conditions de séjour? Vous êtes soumis à des restrictions de mouvement notamment? Non, je ne suis pas soumis à des restrictions. Ici, je suis un homme libre. Si je suis un homme libre, en dehors du fait que je dois faire des contrôles auprès de mes médecins, des cardiologues, et puis ceux qui s'occupent de mon dos, parce qu'ils m'ont abîmé les lombaires, la colonne vertébrale et le rythme cardiaque. Mais la justice congolaise ne réclame pas votre retour? Non, pour l'instant, ils ne réclament pas mon retour parce que je suis en soins. Je suis en soins. Mais le plus important, monsieur Laloupeau, c'est vrai ce que monsieur Mafimba et monsieur Mapingo ont dit. Les conditions sont très atroces. Personne d'autre ne peut le parler. Ils n'ont pas vécu là-bas. Donc, je peux confirmer que les conditions sont plus qu'atroces. C'est pour ça que aujourd'hui, lorsque ce rapport existe, c'est une chance extraordinaire pour que la communauté internationale sache ce qui se passe exactement au Congo-Brazzaville. Voilà. Quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, quand on voulait te racketter, que tu refusais d'être racketté,
tu étais bastonné avec des barres de fer de 8 jusqu'à déchirure de la peau et on te cousait à vif. Oui. Ça, ce sont des choses vécues. Hein? Quand tu n'étais pas d'accord, on te mettait dans un KGB fermé où il y avait des moustiques et les gens étaient heureux. Oui. Étaient heureux. Donc, évidemment. c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi ces conditions sont devenues si dramatiques? Tout simplement parce que le Congo n'est plus une république. S'il y avait une république, si le Congo était une république, et s'il y avait l'État au Congo, on n'aurait pas ces éléments-là. D'autant donc, il nous faut donc remettre en place la République et mettre l'État pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, pour améliorer les conditions générales de tous les habitants du Congo. D'autant que les prisonniers, en principe, ont des droits qui sont inscrits dans des conventions internationales. Restez avec nous, Modeste Boukadia. Absolument, monsieur. Je voulais évoquer avec vous cette histoire qui a ému récemment l'opinion internationale. C'est la mort le 5 mai dernier d'Augustin Kalakala, proche collaborateur de André Okombi Salissa, lui aussi, je rappelle, est condamné à 20 ans de prison. Alors le site Brazza News a rappelé à cette occasion que Augustin Kalakala, je cite, a été kidnappé et torturé pendant plus de 2 mois par le régime de Brazzaville, puis laissé pour mort et jeté devant la morgue de Brazzaville. Fin de citation. L'homme aurait donc succombé aux sévices subis en détention. Guy Mafimba, alors quel commentaire vous inspire cette histoire? Bon, c'est poignant, hein. C'est poignant parce que c'est un complice, c'est un ami, c'est un frère. On a vu les images. Oui, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est lui qui m'a ramené, entre guillemets, qui a fait la passerelle entre moi et le ministre Okombi. C'est un journaliste de formation. Et un pacifique. Un homme qui n'avait que pour seule arme la parole et le verbe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, c'est quoi? C'est le fait que c'était le plus proche collaborateur de Okombi Salissa. Okombi Salissa se retrouve dans la clandestinité et il fallait absolument chercher à l'identifier, à le localiser et le neutraliser politiquement. Et on est parti kidnapper une nuit Kalakala. C'est là où ça devient intéressant pour comprendre en fait le dispositif qui a été mis en place et la hiérarchie d'où ça vient. Alors, il a été kidnappé et on a promené comme ça dans toute la ville parce que j'ai eu des témoignages. Nous avons des témoignages aujourd'hui. Je crois que dans la conclusion, parce que nous allons, comment dirais-je, faire une procédure judiciaire dans le cadre de la compétence universelle. Donc, promener dans toute la ville et on l'emmène dans une caserne, la caserne de Lifula. C'est une caserne qui est gérée par la Direction générale de la sécurité présidentielle. Je dis bien Direction générale de la sécurité présidentielle. Caserne de Lifula. C'est là-bas où il a été torturé. Et les propos sont là. Nous avons des documents signés par Kalakala. On lui demandait de dire où se trouvait Okombi Salissa. Est-ce qu'il faut dire ou est-ce que vous préparez un coup d'État et autres. Donc c'est cela la nature même de ce que j'ai appelé les prisons clandestines. Et en dehors de Kalakala, il y a le jeune Gombo, le frère de Okombi Salissa, torturé aussi, cette fois-ci à la DGST, mort. Il y a aussi un commandant, Babissa. Celui-là a été kidnappé en mars 2016. Et j'étais encore acteur à l'époque. C'était avant les élections présidentielles. Il dirigeait une compagnie de ce qu'on appelle la sécurité militaire. Et c'était des gens, pendant la campagne référendaire, jouaient un rôle de, comment dirais-je, faisaient leur travail de militaire. Donc, ils s'interposaient entre les manifestants et la police, qui est véritablement un ramassis de soudards. Et il a été kidnappé en 2016. Je vous dis bien, il a été emprisonné dans la caserne du patron de la zone autonome de Pointe-Noire pendant 3 ans. Oui. Et son corps a été déposé tout dernièrement à la morgue de Pointe-Noire. Ah, d'accord. Voilà la nature de ce qu'on appelle les prisons clandestines. Leur objectif, c'est d'extorquer des aveux qu'ils vont mettre sur le dos d'un certain nombre d'acteurs politiques pour les condamner à travers des procès staliniens et puis les mettre dans les prisons officielles pour programmer leur mort, comme l'a dit tout à l'heure M. Boukadia.
Mort programmée, parce qu'on apprend quand même dans ce rapport de l'OCDH que certains prisonniers meurent de malnutrition. Exactement. Il y a notamment la prison de Wesso au nord du Congo où l'OCDH a enregistré 9 décès. Exactement. Et ce sont les responsables pénitentiaires eux-mêmes d'ailleurs qui indiquent que ces personnes, que leur mort serait due à la malnutrition. Le rapport souligne également le difficile accès aux prisonniers de haut profil. Je cite le rapport. Alors, évidemment, quand on parle de prisonniers de haut profil, on pense aux prisonniers aux politiques, notamment comme le général Mokoko. Alors, je évoquais tout à l'heure, Marc Mapingu, la question du droit des prisonniers. On a l'impression finalement que ce droit a totalement été évacué dans le répertoire de la justice congolaise, des droits qui sont inscrits dans des conventions internationales, évidemment. Et alors, on est bien loin, évidemment, des discours sur la réinsertion des prisonniers, etc. Parce que là, on parle carrément des prisonniers qui prennent un billet sans retour, quoi, dans les prisons. Oui, bien sûr. Bon, déjà, je tiens à m'incliner devant toutes ces victimes, ceux qui sont morts, et notamment notre compatriote Boukadia, qui a subi un certain nombre de situations difficiles, comme il venait de le dire. Et je crois que Boukadia venait de le dire tout à l'heure, que nous ne sommes plus une république depuis longtemps. Vous savez, dans une république, quand il y a ce type de situation qui arrive, un chef d'État de fait, puisque Sassou Nguesso est un chef d'État de fait, aurait pu, ne fût-ce que dénoncer ce qui s'est passé. On a torturé Kalakala, on l'a jeté devant la prison. On n'a jamais entendu un chef d'État, donc un responsable, père de la nation, s'émouvoir et puis dire, écoutez, ce qui se passe n'est pas juste. Et on a vu aussi des prisonniers comme Kalakala et autres qui auraient pu bénéficier des soins à l'extérieur ou avoir un suivi. On n'a ni vu le chef de l'État, ni le gouvernement, un membre du gouvernement, se reprocher de ce qui s'était passé. Donc nous sommes dans un pays qui n'a plus de loi, c'est un État voyou. Et à partir de ce moment, on ne sait pas qui fait quoi. Mais ce qui est évident, comme venait de dire notre ami Guy Mafimba, c'est que c'est un vieux système stalinien, qui a toujours, et Sassou Nguesso et autres, sont finalement les fondateurs, appelons ça comme ça, de ce vieux système, où on a vu un chef d'État assassiné à 14 heures, et on a vu aussi des innocents payés gratuitement, parce que tout simplement, on voulait avoir des boucs émissaires. Donc on est dans cet État, qui est un État de voyous, où chacun fait ce qu'il veut, et pour conserver le pouvoir, en effet, le pouvoir est prêt à tout. C'est pas une république. Et d'ailleurs, vous voyez tout ce qui se passe au plan économique, au plan diplomatique et autres, on a l'impression que c'est un clan de voyous qui s'organise pour gérer une épicerie clanique ou familiale. Donc, c'est un État, comme disait le général de Gaulle, qui est anormal, finalement. Il n'y a rien de normal, là. Et donc, je crois que la question aujourd'hui, c'est la question que nous nous posons tous. Jusqu'où allons-nous arriver? Parce qu'il y a Kalakala aujourd'hui, demain ça sera certainement d'autres, et puis peut-être ça sera nous après. Et ce pays, on veut quand même qu'il s'en sorte, qu'il soit uni, qu'il soit rassemblé, qu'il soit réconcilié. Mais pas avec ces gens-là, parce qu'ils ont acquis des méthodes qui ne sont plus des méthodes normales. Ce sont des gens qui sont des barbares et qui agissent comme des barbares dans un État qui n'a plus de loi. Et voilà tout notre problème, notre cri de cœur, le cri de cœur des Congolais est celui-là. Mortelle prison au Congo-Brazzaville. On marque une pause. On revient dans 2 minutes pour reprendre le cours du débat. À tout de suite. Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Mortelle prison au Congo-Brazzaville, des conditions de détention effroyables. En tout cas, si on en croit l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH qui vient de publier son dernier rapport, un rapport dans lequel
Et l'organisation indique que, je cite, la doctrine du gouvernement congolais sur la question des droits de l'homme se résume par la duplicité manipulatrice. D'un côté, vous avez des discours d'un État promoteur des droits de l'homme qui ratifie les traités, et de l'autre côté, la violation des droits fondamentaux est systématique. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. C'est dans le rapport de l'OCDH, un rapport qui vient donc d'être publié, qui est disponible bien sûr pour ceux qui ne l'auraient pas sur Internet. Guy Mafima, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, c'était au sujet de cette espèce de duplicité. Un pays comme le Congo qui ratifie tous les traités, signe toutes les conventions. M. Sassou Nguesso se déplace partout pour vanter soi-disant la démocratie au Congo. Et le titre de ce rapport, accablant, hein, il faut le regarder en détail, c'est bien précis, nommé, daté. Le titre est intéressant parce que lorsqu'il parle de la terreur et de la répression permanente conjuguée avec la manipulation de l'opinion publique internationale. Nous y sommes. Mais moi, je voudrais creuser une piste intéressante qui devrait interpeller en fait les Congolais, parce que nous avons des amis qui sont en prison aujourd'hui, mais ça doit interpeller les Congolais, notamment Boukadia, le monsieur Boukadia qui est modeste, qui a réussi à être exfiltré. C'est quoi? Ce rapport a eu le concours de l'Union européenne et du NED, une agence de promotion de la démocratie. Ce qui revient à dire que nous avons là comme une espèce de réquisitoire implacable sur un régime, sur les questions des droits de l'homme. Donc, le Congo qui a ratifié tous les traités, qui a des relations bilatérales, prenons le cas de la France. Et on constate que la France continue à préserver ses relations entre les deux justices, parce qu'il y a une coopération technique entre la justice française et la justice congolaise. C'est ça. Une coopération technique entre la police française et la police congolaise, la gendarmerie. Donc, il y a un problème à ce niveau. Nous devrions nous constituer pour essayer de creuser à ce niveau. Et surtout, avec ce rapport, et ça, ce n'est pas un vœu pieux, nous allons nous organiser pour que la compétence universelle puisse s'appliquer par rapport au cas précis que nous avons, le cas Kalakala, le cas Okombi, le cas Mokoko. Il n'est pas question que les commanditaires de ce genre d'actes puissent se pavaner à Paris, alors qu'ils sont domiciliés à Paris et qu'on les regarde, qu'ils se pavanent à Bruxelles. Donc nous allons nous organiser, nous sommes en train de nous organiser pour que ces gens puissent comprendre qu'on ne peut pas créer 342 000 km² de goulag dans un monde qui est devenu un monde planétaire, comme si rien ne se passait. Donc c'est véritablement un appel à toutes les intelligences, les juristes et autres, qui nous rejoignent, parce que nous allons constituer véritablement des dossiers judiciaires. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je dois rappeler quand même que nous avons essayé d'inviter un représentant du gouvernement congolais. Nous n'avons pas eu de retour, pas de réponse. Cela étant, je dois indiquer que l'AFP, l'agence France Presse, avait pris contact avec le ministère de la Justice au Congo pour commenter ce rapport de l'OCDH. Et la seule réponse qu'a obtenue l'AFP, je cite, l'OCDH, en tout cas, au ministère de la Justice, on considère que, je cite, l'OCDH voit du négatif partout et cherche simplement du sensationnel. Voilà le commentaire obtenu au ministère de la Justice au Congo. Modeste Boukadia, je vais vous poser une question simple et personnelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui après tout ce que vous avez subi? Écoutez, monsieur Laloupo, je voudrais d'abord faire une remarque. S'il vous plaît, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Le CDH et la Croix-Rouge, qui sont donc la Croix-Rouge internationale et Amnesty International, ont des difficultés de visiter les prisons. Donc, c'est bien beau que les gens disent, oh voilà, ils veulent du sensationnel. Quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, ces organismes-là ont eu du mal de venir me voir, d'une part. Et d'autre part, il y a deux autres prisonniers pour avoir réclamé la République de 2013 jusqu'à aujourd'hui qui sont encore détenus. Il s'agit de M. Sylvain Zingula à la maison d'arrêt de Pointe-Noire et de M. Valaté Tchakaka à la maison d'arrêt d'Ifondo, qui sont gravement malades. Et enfin, je souligne que ce gouvernement-là ne respecte aucun texte qu'il signe, puisque les deux noms dont je venais de citer, les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait pris un avis pour les faire sortir immédiatement. Mais ils sont encore en prison, l'avis date de 2014. Et enfin, j'ai été jugé devant une cour le 3 mai 2017, et
jusqu'à présent, le jugement n'a jamais été signé. Or, au terme de convention, au bout de 5 jours ouvrés, si la grosse n'est pas signée, l'individu devient libre. C'est ça. Donc aujourd'hui, je peux me considérer donc libéré de toutes les contraintes judiciaires du Congo. Bien sûr. Enfin, dans quel état je me trouve aujourd'hui? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je me trouve aujourd'hui, je pense que le moment est venu pour tous les Congolais de réintégrer la République. Et réintégrer la République, c'est d'aller vers une solution qui permette à ce que les Congolais se retrouvent. C'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux la conférence internationale des Nations Unies qui nous permettra enfin de nous asseoir et de remettre l'État et la République au Congo. Bien sûr. Dans cette situation-là, je ne crains que ce que nous disons aujourd'hui perdure, comme l'a dit M. Mapingou, ça sera bientôt les autres qui vont venir avec chacun sa république. Hier, c'était la république d'un tel, aujourd'hui, c'est la république de ceci, et demain, ça sera la république de quoi. Donc, revenons au point de départ, celle de mettre en place la République une et indivisible du 28 novembre 1958, qui avait permis une union du pays. Merci Modeste Boukadia, je suis obligé de vous interrompre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage dans cette émission, une émission forcément difficile. Marc Mapingou, une conclusion rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Oui, très rapidement. Écoutez, je crois que ma conclusion, c'est juste une pensée pour tous ceux qui sont en prison, pour Mokoko, pour Okombi Salista, et surtout, pour notre ami Kalakala qui vient de nous quitter, qu'il sache que le sang des innocents est indélébile et que ceux qui restent pensent à lui. Monsieur Augustin Kalakala, je l'appelais souvent Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin disait, il disait toujours « avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Alors, il n'est pas allé plus loin, puisque sa marche s'est arrêtée. Mais il faut qu'ils comprennent que nous allons continuer ce voyage vers la liberté de notre pays, vers sa libération. Voilà. Merci beaucoup Marc Mapingou. Guy Mafimba, vous voulez dire un mot, 30 secondes? 30 secondes, c'est pour tout simplement dire que nous allons activer tous les leviers de la compétence universelle, parce que ce rapport met en lumière les crimes contre l'humanité qui sont commis tous les jours dans notre pays. Nous allons mettre en place ces leviers pour que tout le haut commandement, parce que c'est le Conseil national de la sécurité qui ordonne et qui commandite ces crimes contre l'humanité, et le patron de la commission du Conseil national de la sécurité, c'est bien monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est responsable le numéro 1 de ces crimes contre l'humanité qui sont commis dans notre pays. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu nous apporter ces éclairages et témoigner également de cette situation forcément difficile. Marc Mapingou, merci beaucoup. Vous êtes le représentant en Europe du général Jean-Marie Michel Mokoko. Guy Mafimba, représentant d'André Okombi Salissa, tous deux condamnés à 20 ans, respectivement 20 ans de prison et 20 ans de travaux forcés au Congo-Brazzaville.